Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux un dimanche matin. Je suis Elvire van Baardleem, je suis responsable de la mode au quotidien Le Monde et j'ai le plaisir d'avoir avec moi ce matin, par ordre d'apparition, Gaspard de Massé, directeur du patrimoine chez Balenciaga, Émilie Amen, directrice du Palais Galliera, le musée de la mode de Paris, et Olivier Flaviano, directeur de la Galerie Dior, qui se trouve donc avenue Montaigne. Merci beaucoup à tous les trois d'être là aussi ce matin. Peut-être pour entrer dans le vif du sujet, Émilie, oui. comment définiriez-vous le rôle du patrimoine dans la création contemporaine ? Alors, il est central, à mon sens. Par création contemporaine, si on regarde la manière dont, depuis Paris, on pense cet exercice de la création, depuis les maisons qui font les Fashion Week, les semaines de défilé, qui sont bien souvent des maisons qui ont une histoire assez longue, qu'elles s'ancrent parfois dans le 19e, alors de manière plus rare, mais pensons à Lanvin par exemple, ou plus généralement début 20e, milieu 20e, il y a au centre de ces récits une dimension historique essentielle. Depuis la fin du XXe siècle, et notamment depuis l'arrivée, entre autres, d'un créateur, directeur artistique qui va réinventer peut-être aussi des manières de faire. Je pense à Karl Lagerfeld qui arrive chez Chanel au début des années 80 et qui va faire peut-être avec plus de systématisme, ou en tout cas de manière plus visible, cet exercice de composer avec le patrimoine, de composer avec l'héritage, en l'articulant avec le contemporain. Alors, il n'est pas le premier, mais il l'a fait de manière assez exemplaire. Et dès lors, cet exercice de style, il est devenu, à certains égards, une sorte de particularité de la mode parisienne, qui, voilà, saison après saison, réfléchit toujours au contemporain, au présent, mais sans jamais complètement oublier cet ancrage dans les décennies, parfois presque dans le siècle. Gaspard, vous partagez ce point de vue, c'est très parisien aussi ? Oui, moi, ça me fait penser au récit, en fait, aussi. Le récit, ça rassure, c'est quelque chose d'aujourd'hui, c'est une sorte de bouée de sauvetage pour installer des codes dans une maison. Et donc, l'histoire, reconstruire le passé, comme Émilie l'expliquait, je ne sais pas si c'est quelque chose de très français, mais en tout cas, il y a une notion d'aller puiser, voilà, dans ce passé pour assurer des codes et une vision. Olivier ? Alors moi, j'aimerais bien interroger aussi le rôle du patrimoine, puisque de fait, c'est aussi une partie de la question. Et finalement, effectivement, le patrimoine, si on y réfléchit bien, dans une maison, ça se rapproche, ce n'est pas très loin, des grandes missions d'un musée, par exemple. Donc, si on prend les 4 grandes missions d'un musée qui sont 1, acquérir, donc en effet, on acquiert. Une collection, elle ne vit que par, justement, être en mouvement, être dans cette acquisition. C'est bien des pièces contemporaines d'une certaine manière que les pièces du passé. 2, conserver, bien sûr. 3, étudier. 4, transmettre. Transmettre à partir d'éditions, à partir d'expositions. Et puis, il y a une dernière mission qui nous intéresse plus particulièrement, c'est inspirer. Et en effet, le patrimoine est aussi là pour inspirer aussi bien les visiteurs d'un musée, les lecteurs d'un livre, d'une publication, que, évidemment, les directeurs artistiques qui arrivent à la tête d'une maison. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est d'essayer de comprendre ce qu'est le patrimoine. Comment, en voyant une collection contemporaine, on peut savoir ce qui va faire partie du patrimoine, ce qu'il faut garder, et ce qui ne mérite peut-être pas d'être gardé. Gaspard, est-ce que vous voulez répondre à ça ? C'est une question quotidienne, de savoir ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas, parce qu'on a tous les 4 mois énormément d'arrivages, entre guillemets, enfin en tout cas beaucoup de produits qui rentrent dans les collections. Après, faut un peu réfléchir comme si on était... Il y avait 3 rôles. Celui du conservateur, qui veut garder une trace et donc l'histoire de ses collections. Le communicant, d'une certaine manière, qui va aussi dire cette pièce, cette silhouette a marché, a été en cover, a été portée par telle et telle personne. Donc pareil, dans le récit, dans l'histoire, c'est important de garder tout ça. Et puis le rôle des musées aussi, parce qu'il y a ce regard extérieur. Voilà, quelle est l'évolution d'une maison par rapport
à toutes ces collections. Et donc c'est pour ça qu'il faut se poser toutes ces questions, essayer au maximum, c'est quelque chose de nouveau aussi, mais de rassembler un comité ou un conseil de différentes personnes et différents horizons pour être sûr de ce qu'on veut garder ou pas. Mais on est obligé de ne pas tout garder. Olivier, comment vous voyez ça ? Alors, je pense qu'il faut recontextualiser un tout petit peu, puisque la naissance de la direction du patrimoine chez Dior, elle date de 1987. 87, c'est 40 ans après la création de la maison. Et ce qu'il faut dire tout de même, c'est qu'aujourd'hui, on garde tout, mais avant, on ne gardait rien. Donc, quasiment rien. Donc, en effet, quand on repart dans les années, fin des années 40, même dès le début, 47, ce qu'on appelle les prototypes de défilé, donc vraiment le modèle qui est présenté lors du défilé, était d'une part porté pendant 4 ou 5 semaines dans les différents défilés qui étaient organisés soit par la presse, par les acheteurs, puis par les clientes. Et puis ensuite, il allait dans ce qu'on appelait le salon des soldes. Et dans ce salon des soldes, vous aviez les anciennes collections qui étaient vendues en solde aux clientes ou aux mannequins. Donc cette idée même de conserver le patrimoine, elle n'existait pas du tout. On pouvait conserver des patrons, on pouvait conserver des chartes de collection, quelques croquis, etc. Mais c'était des documents de travail qui restaient soit au studio, soit dans les ateliers. Donc aujourd'hui, on a l'effet inverse. Peut-être qu'en regardant qu'on ne conservait rien, aujourd'hui, on veut en effet tout conserver et tout réacquérir, puisque l'idée, ce n'est pas uniquement de conserver les collections contemporaines, mais de réacquérir ou acquérir, plus simplement, les modèles de l'époque de Monsieur Dior, Monsieur Saint-Laurent pour Christian Dior, Monsieur Bon, etc., etc. Quand vous dites tout conserver, vous conservez même les collections qui n'ont pas défilé, les choses plus commerciales, ou quand même il y a l'idée de... On essaie de garder un exemplaire de chaque, et surtout ce qu'on essaie de garder, c'est le prototype de défilé, puisque c'est vraiment le prototype sur lequel il y a eu la main du créateur, qui est au sens propre comme au sens figuré, qui a touché le vêtement, qui a créé le vêtement avec les ateliers bien sûr, et ce qui représente plusieurs centaines de modèles, de pièces par an qui sont versés aux archives. Il faut aussi, je pense, recontextualiser le nombre de projets qui nécessitent d'avoir des archives aujourd'hui. Il y a un développement des expositions de mode depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, que ce soit dans des musées de mode, mais pas que dans des musées de mode, que ce soit en France, mais évidemment à l'international aussi. Et donc, c'est important d'avoir suffisamment d'archives à présenter dans le cadre de ces différentes expositions. Et Émilie, vous, dans votre rôle de musée, donc d'avoir plusieurs marques, plusieurs époques, comment vous réfléchissez à ça ? Qu'est-ce que vous voulez garder, conserver, acquérir ? Je pense que la question, elle se pose avec d'autant plus de singularité aujourd'hui que le paysage, alors parisien à nouveau, je parle depuis Paris, des musées, des collections de mode, il a vraiment évolué. Si on s'interrogeait sur ces enjeux il y a 20, 30 ans, ou même, en fait, ne serait-ce que 10 ans, on y réfléchirait peut-être autrement. Olivier vient de le souligner, la création des départements patrimoine que vous représentez, elle est relativement récente. Donc pendant très longtemps, cette mission, elle a incombé principalement en fait aux musées et aux sortes de sociétés savantes qui les ont précédées, enfin qui les ont annoncées en quelque sorte. Donc aujourd'hui, c'est aussi cette question-là. Quel est le rôle du musée ? Qu'est-ce que le musée garde quand les maisons elles-mêmes ont cette vision, cette mission aussi. J'ai envie de dire que ça rebat en partie les cartes, ou en tout cas ça invite à se poser cette question différemment, peut-être en se disant si une partie de ce patrimoine est pris en charge par les maisons, est-ce à nous de le faire également. Comment on le fait si on le fait côte à côte ? Et c'est là que on le fait en dialogue, bien sûr, en bonne intelligence, mais ça pose aussi la question de peut-être de plus petits acteurs et de se dire quel est le rôle du musée dans cette collecte de la mémoire contemporaine ? Elle est très évidente peut-être avec des grands noms de l'industrie. On sait qu'ils continueront de marquer ce présent, mais peut-être l'un des enjeux, c'est aussi d'être attentif à des noms, à des formes de création, à des propositions qui sont peut-être moins visibles aujourd'hui et où le travail
du conservateur, du responsable de collection, de l'historien et de l'historienne au sens le plus large possible est tout à fait intéressant. Il peut être dangereux, c'est un bien grand mot, mais ce rapport de l'histoire au contemporain, c'est assez fascinant. Ça rejoint de manière très pragmatique les questions que Gaspard soulevait. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on commence à mettre en récit? Est-ce que ça veut dire, le fait que les grandes maisons aient maintenant des vraies archives très structurées, ça veut dire que vous, en tant que musée, ça vous permet peut-être de vous concentrer sur des marques plus petites? C'est ça que vous dites aussi? En un sens, c'est aussi de s'interroger, effectivement, si voilà, le Palais Galliera aura bientôt 50 ans. Il y a 50 ans, la mémoire des maisons de couture qui, en plus, dans cette période-là, dans les années 60, 70, se raréfiait. S'il n'y avait pas eu des musées pour, en partie, récupérer cette mémoire qui disparaissait, eh bien, elle aurait peut-être en partie disparu. On a plein d'histoires. Enfin, on sait que, par exemple, quelqu'un comme Asdin Alaya commençait à collectionner ça de manière un peu secrète, mais en réalité, il y avait très peu de gens pour prendre ça en charge. Donc, ce que je souligne juste, c'est qu'aujourd'hui, on est plusieurs à porter cette mission avec des intérêts, voilà, par définition différentes, puisque nos missions ne sont pas les mêmes, et que voilà, ce qui rejoint les collections d'un musée, qu'il soit de la ville ou qu'il soit d'État, ça soulève des enjeux qui sont très différents d'un patrimoine conservé et constitué en main privée. Comment vous définiriez, Gaspard, vous, justement, les enjeux de votre travail? À quoi ça sert de garder tous ces vêtements? À les rendre vivants. Je pense qu'il y a la question du regard. Enfin, tant qu'on ne les regarde pas, c'est des vêtements qui n'existent pas. Bon, enfin, c'est une manière de concevoir la chose. Mais non, à quoi ça sert? À plein de choses, en fait, à rêver, à inspirer un créateur, des équipes créatives. Mais comme on a dit depuis le début, je pense que c'est vraiment la question du récit, de raconter des histoires. Avant, voilà, il y avait, comme Émilie le disait, cette question de garder un peu le récit, en tout cas le savoir-faire, le témoignage dans les musées. Les créations, enfin la création d'un service patrimonial arrive, voilà, il y a 20 ans, et donc on a envie de dépoussiérer un peu tout ça. Et puis je crois qu'il y a un côté un peu plus, alors c'est pas méchant, hein, mais glamour aussi, de la mode qui va parler, non mais de son... Où est le glamour? Qu'est-ce qui n'est pas glamour? Non, c'est pas... Comment? Les musées ne sont pas glamour. Non, mais je pense que grâce à vous... Non, mais c'est pas ça, c'est que... l'image d'un service d'archives de musée, on l'a vu apparaître, mais avec les images d'archives de maisons, en fait. Mais maintenant, ça se lie, enfin, c'est un dialogue. Vous avez les connaissances scientifiques, et puis il y a la question de l'image qui a été apportée pour justement faire mûrir. Enfin, voilà. Mais pour répondre à ta question, pardon, du coup, c'est non, ça aide énormément. Enfin, c'est très vivant et ça aide la création contemporaine tout simplement. Mais au-delà de ça, faire des expositions, faire d'autres projets en fait que des sujets de mode. Olivier, vous justement, vous dirigez la Galerie Dior, donc il y a cette mission de conservation, mais aussi d'exposition. Comment vous l'articulez? Alors. Déjà, je dirais qu'il y a une chose pour revenir à la notion de patrimoine pour l'instant qu'on définit sous la forme de collection, c'est-à-dire finalement de vêtements, d'objets. Il y a d'autres patrimoines. Il y a un patrimoine matériel qui est le lieu dans lequel nous nous inscrivons. C'est la même chose pour vous, Gaspard. On a la chance d'avoir pu ouvrir ce musée, cette galerie, dans le lieu même, donc au 30 Montaigne, dans l'ensemble de bâtiments qui a été assemblé par Monsieur Dior au fil des années. Donc l'articulation du récit, puisque c'est votre question, c'est bien sûr de présenter des collections, mais de les présenter dans le lieu même où elles ont été créées. Et ça ajoute, je pense, une dimension qui est tout à fait intéressante, justement sur la question du patrimoine. Et puis, le troisième axe sur lequel on a travaillé quand on a ouvert cette galerie, au-delà des collections et du lieu, c'est évidemment les savoir-faire, puisque là, pour l'instant, on n'a pas encore parlé de l'idée du patrimoine immatériel, donc du savoir-faire, ce qui est aussi le sujet, je crois, des demain du luxe. Et ce qui est intéressant, c'est que
dans ce 30 montagnes où se déploie la galerie, eh bien, on a toujours des ateliers de haute couture qui sont juste au-dessus de votre tête quand vous traversez les salles. Et quelque part, les créations de haute couture, elles ont toujours et sans discontinuer été réalisées entre 46, création de la première collection, présentée en 47, jusqu'à aujourd'hui, dans ces murs. Donc il y a un dialogue entre, je dirais, l'espace de création et l'espace d'exposition qui est tout à fait intéressant. Pour répondre plus précisément à votre question, bien sûr, on essaie de rendre contemporain, rendre vivant, de mettre dans le présent, je dirais, l'histoire. Ça ne nous empêche pas d'avoir une première salle qui est dédiée à Monsieur Dior et avec une chronologie qui va de sa naissance à son décès. Mais d'une certaine manière, on va distiller tous les grands thèmes qui font l'esprit de la maison et on va les rendre actuels en créant un dialogue avec l'ensemble des créateurs qui ont succédé à Monsieur Dior, donc d'Yves Saint Laurent, jusqu'à bientôt Jonathan Anderson, qui se retrouvera évidemment dans les salles de la galerie. Et à partir du moment où on a des musées qui sont conçus par des maisons de mode, qu'il y a des musées publics, qu'est-ce qui va distinguer le rôle de l'un et de l'autre? Comment, Émilie, vous voulez peut-être répondre à cette question? Alors, c'est assez simple. À part l'exposition qui a déjà été annoncée, donc je ne dévoile rien, qui sera consacrée à la collection d'Asdine Alaya à la Galerie Dior. Vous m'arrêtez, vous me contredirez, mais a priori, les missions patrimoniales des départements et institutions de type muséal rattachées aux marques ont a priori vocation à raconter le récit de la marque. Et par définition, le Palais Galliera, qui est un musée de la ville de Paris, raconte l'histoire de la mode depuis Paris. Alors, ça ne veut pas dire que pour les Parisiens et à propos des Parisiens. C'est bien sûr prendre en compte et en charge la dimension proprement cosmopolite et le rayonnement mondial de cette mode, mais c'est un récit par définition plus diversifié. On va s'attacher à remettre dans ces chronologies, dans ces approches, qu'elles soient thématiques ou à nouveau plus ciblées sur une décennie, d'essayer de rendre compte d'une diversité d'acteurs. Alors, voilà, vous les occultez pas pour autant, mais la mission est différente. Nous, on est tenu de raconter, autant que faire se peut, toute la mode. Gaspard, vous avez l'impression que vous travaillez au sein du patrimoine comme on travaillerait dans un musée, ou que les méthodes sont différentes quand même? Sur la partie conservation, ouais, en fait, la partie scientifique, conservation, préservation, échange de bonnes pratiques, c'est évidemment comme dans les musées. Après, moi, ce service patrimonial chez Balenciaga, j'ai envie qu'il vive, donc du coup, il se passe des choses au sein même de ce service. C'est pas voilà, juste des tiroirs qu'on tire, il y a voilà, des shootings, il y a des interviews, il y a des films qui sont organisés, il y a des séances d'études, il y a des interviews. Enfin, donc c'est important qu'il y ait de la création et qu'il y ait de la création vivante dans ce service patrimonial. Mais comme dans un studio, comme dans un atelier, c'est une continuité quoi, de la création au sein de la maison. Olivier, vous avez l'impression de travailler comme un musée, justement? Alors, je dirais la même chose que Gaspard. En effet, sur la partie conservation, on est tout à fait dans les normes, évidemment muséales. Après, je pense que chez Dior, on aborde l'histoire aussi comme une matière vivante. Et pour rejoindre peut-être la question précédente, quelque part, les expositions qu'on va organiser, qui sont, comme le disait Émilie, par définition autobiographiques, c'est-à-dire qu'on raconte nous-mêmes notre propre histoire, sauf quand on a des commissaires invités, mais on considère que pour rendre présent, au présent, ou pour raconter au présent cette matière, cette histoire, il nous arrive ponctuellement d'inviter par exemple des artistes. Alors je vais vous prendre quelques exemples, mais l'année dernière on a une exposition sur Dior et Peter Lindbergh, donc qui fait référence à un shooting qu'il avait réalisé en 2018 à partir de pièces d'archives. Donc là, on est en décalage en effet avec ce que pourrait faire un musée, puisqu'on a pris le parti, en prenant évidemment toutes les précautions nécessaires, de faire reporter par des mannequins vivants des pièces d'archives, notamment celles de Monsieur Dior, mais aussi
d'Yves Saint-Laurent ou de Marc Bohan, etc., de tous les créateurs. Et donc on a créé cette exposition qui était une sorte de double parcours. C'était une rétrospective de Lindbergh à partir d'images qu'il a produites pour Dior, mais c'était également finalement une sorte d'histoire de la maison Dior, mais à travers le prisme, à travers l'œil de Peter Lindbergh. Ça nous est arrivé avec Peter Lindbergh, ça nous est arrivé avec d'autres artistes, de leur offrir cette matière pour qu'ils puissent créer une œuvre contemporaine et qu'on puisse la partager avec le public. On a assez bien souligné le fait que cette idée du patrimoine est assez récente, à une trentaine, quarantaine d'années peut-être. Est-ce que vous avez l'impression, je pose la question à chacun, que à force de grandir comme ça, elle prend une place peut-être très importante, trop importante dans la création contemporaine? Est-ce qu'on pense trop au passé quelque part? On a toujours pensé au passé. Ça, je pense que c'est quelque chose qui dépasse largement notre contexte de l'histoire de la mode. On sait le goût, alors notamment des Français pour l'histoire, mais voilà, sans me lancer dans, dans un cours trop long, mais voilà, très simplement, la naissance de la haute couture, c'est le milieu du 19e siècle et c'est traversé d'historicisme, dirions-nous. C'est-à-dire c'est traversé de cette envie, de ce fantasme du passé. C'est des citations à des styles du 18e, du 17e, du 16e, à la mode médiévale. Donc ce rapport de la création vestimentaire et des formes du vêtement associées au passé, c'est une constante. Je pense qu'on a toujours ce sentiment que c'est très prégnant aujourd'hui, mais peut-être parce que c'est articulé comme tel, peut-être que c'est communiqué comme tel. Mais voilà, moi je défendrais cette idée que ça a été une constante. Je le soulignais précédemment. Il me semble qu'il y a quand même un tournant au moment des années 1980 parce que la mode va changer un petit peu de régime, devenir, voilà, avec cet avènement de manière un peu peut-être schématique, je le fais en quelques mots ici, de la direction artistique. Il me semble qu'il y a une sorte de primauté de l'image et de la communication qui va rendre cet exercice plus fort, plus identifiable, mais ça a toujours été présent. Non, ça me fait penser à quelque chose qu'Émilie avait écrit, je ne sais plus, dans un article où les couturiers sont les sociologues d'aujourd'hui. Alors c'est le passé, mais c'est aujourd'hui. Il y a aussi cette notion de faire des ponts avec le passé, mais avec porter un regard, un recul sur ce qui se passe sociétalement aujourd'hui. Un couturier ne fait pas juste il y a vraiment un vrai propos aussi. De défendre des valeurs, des codes, une vision. Et ça, c'est assez nouveau. Et je pense que c'est parce qu'il y a un passé qui est consolidé qu'on peut du coup avoir un peu plus de recul et plus de liberté pour avoir cette approche un peu plus sociologique sur la mode et le traitement du vêtement. Oui, pardon, je me permets juste de rebondir sur le rapport au contemporain qui est assez fascinant en histoire en général. Hein. Y a plein de très beaux textes qui racontent comment le contemporain nous aveugle, un peu d'ailleurs comme ces spots-là qu'on a. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment le regarder, on ne peut pas le comprendre. Et c'est là que moi, ça m'intéresse beaucoup, la manière dont des artistes au sens très large du terme, mais je mets pleinement les créateurs de vêtements dans cette catégorie. Voilà, je pense que parfois, il faut passer par cette subjectivité, par cette prise de risque qui implique un choix hautement personnel pour dire en fait voilà le présent. En fait on le construit, on le fabrique, on peut pas l'énoncer comme tel. Et oui, en effet, je pense que c'est là où aussi les musées ont à apprendre, à comprendre en faisant des invitations, en dialoguant avec des jeunes créateurs, avec la création d'aujourd'hui, parce que c'est eux qui font le contemporain par les choix que chaque coup de crayon ou coup de ciseau, je suis lyrique pour un dimanche matin, peut permettre en fait de formaliser. Nous, on est les aveuglés et eux tentent, elles et eux tentent de faire quelque chose avec le matériau qui les entoure. Oui, je ne peux que abonder en ce sens-là. L'exemple de la dernière créatrice chez Dior, juste avant Jonathan Anderson, Maria Grazia Curie, je pense en est un très très bel exemple. Donc elle arrive chez Dior en 2016, première collection
printemps-été 2017, incarné par, vous vous en souvenez certainement, ce t-shirt blanc We Should All Be Feminist, qui fait référence évidemment à la vision qu'elle souhaitait apporter chez Dior, donc l'histoire qu'elle a souhaité raconter chez Dior et qu'elle a fait pendant les 9 années où elle a été directrice artistique et qui était, je pense, complètement en phase avec les questionnements sociétaux, les questionnements de la société à cette époque et encore aujourd'hui. On a vu donc le premier défilé de Jordan Anderson pour Dior Femme là cette semaine, le premier défilé de Pier Paolo Piccioli pour Balenciaga aussi hier soir. Je vous pose la question à tous les deux, est-ce que justement en voyant ces défilés, en tant que personne qui connaissait le patrimoine sur le bout des doigts, vous avez vu justement des choses, vous vous êtes dit ah oui, je reconnais ça, je vois ça, je vois ça. Comment vous percevez ces collections nouvelles avec le regard d'historien presque? Je vous ai pas demandé ce que vous en pensez. Je vous ai demandé votre regard historique. Je pense qu'on n'est pas du tout on n'est peut-être pas les bonnes personnes pour. Non, mais est-ce qu'il y a des choses, des référencements, des codes de la maison que vous voyez, oui, des choses comme ça? C'est ça qui m'intéresse sur le. Évidemment, non, bien sûr. Mais j'entends qu'on n'est pas les bonnes personnes pour peut-être juger parce qu'on ne voit, j'ai envie de vous dire, on ne voit que ça. C'est-à-dire que chaque vêtement, pour nous, convoque un motif, une coupe, peut-être un croquis, une ligne, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est que on voit les références à Monsieur Dior, mais il y a eu bien d'autres références à d'autres créateurs, puisque l'histoire de la maison, ce n'est pas uniquement Monsieur Dior. Celle-ci n'a duré que 10 ans, comme vous le savez. Monsieur Dior décède en 1957. Yves Saint Laurent lui succède en tant que directeur artistique de la maison. Mais pour le coup, ce qui est intéressant, c'est à chaque fois d'embrasser l'ensemble de l'histoire qui a maintenant près de 80 ans. Oui, on est au quotidien, donc du coup c'est difficile d'avoir ça, mais je rejoins Olivier sur le fait de, par exemple, Pier Paolo hier qui rend hommage du coup, voilà, par certains accessoires à Demna et par d'autres accessoires à Nicolas, donc il y a ce condensé qui est visible. Et vous êtes aussi tenté de voir le passé dans chaque silhouette? Parce que oui, alors est-ce que parfois on l'imagine pas aussi? Est-ce qu'on va pas le créer nous-mêmes pour essayer d'argumenter toujours c'est pas un poids, c'est vraiment, je sais pas, question de qu'est-ce qu'on pourrait dire. Là, j'aimerais bien faire une forme de dommage, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, je voulais souligner l'importance d'une exposition qu'on a beaucoup vue à travers le monde, qui est Dior Couturier du Rêve, qui a ouvert en 2017 au Musée des Arts Décoratifs. C'était donc Florence Muller et Olivier Gabet. Et alors, ça raconte l'histoire mouvementée de Dior. Olivier le soulignait, Monsieur Christian Dior n'a vécu que 10 ans et à partir de ce moment-là, la maison a connu une série de différents créateurs qui s'en sont occupés, j'ai envie de dire. Mais cette exposition était intéressante parce qu'elle mettait en récit, là encore, la succession des noms, la succession des différents créateurs et directeurs artistiques qu'on retrouve aujourd'hui au sein de la Galerie Dior. Et c'était une manière de composer en fait cette histoire avec ces différentes strates, ces différentes références, et ne pas peut-être ce qu'on a dans un certain temps, et ça se comprenait aussi, on était assez obsédé par le ou la fondatrice de la maison. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant à observer, et le défilé de Pier Paolo Piccioli hier soir en était aussi une forme de ce même exercice de style, de se dire maintenant, aujourd'hui, après, on s'inscrit dans une lignée en fait de directeurs et directrices artistiques, et peut-être que les ellipses, ou en tout cas le fait d'oublier qu'il y avait d'autres personnes avant nous et de ne citer que perpétuellement l'origine, il me semble qu'on est passé à un autre moment de cette histoire où précisément on va faire aussi des formes d'hommage à d'autres avant nous. Est-ce que vous avez aussi l'impression qu'en parlant de l'histoire de la mode, on arrive à en parler de manière plus vivante, que justement le passé, peut-être longtemps on l'a considéré comme une expo de mode, ça allait être des mannequins dans des vitrines et on s'en contentait, et qu'aujourd'hui, parce que justement les marques se sont emparées de ce sujet, on est quand même capable d'être peut-être moins passéiste dans la manière d'aborder le passé de la mode? Émilie? Mais je veux bien que vous répondiez tous.
Je pense que ce qu'on voit de manière très claire aujourd'hui, parce qu'à nouveau, hein, je l'évoquais précédemment, il me semble qu'on est dans un moment où l'image, la dimension visuelle est quand même assez prééminente. On a des scénarios, on a des manières d'aborder cette histoire qui sont renouvelées, renouvelées dans leur créativité, dans leurs approches. Alors, c'est pas pour faire un compliment à chaque, mais je voulais souligner les magnifiques expositions que Gaspard a eu l'occasion de réaliser lors des dernières journées particulières. J'espère que certains d'entre vous... les journées particulières, c'est Olivier. Journée européenne du patrimoine, dans l'hôpital Laennec, dans un très beau bâtiment aussi. Mais voilà, c'était à chaque fois ce point de départ de Balenciaga et des collections que vous conservez, mais c'était... réfléchir à la détérioration, par exemple, des textiles, à des vêtements qui sont imparfaits pour différentes raisons, à cette idée que garder la mode, c'est presque une aporie, c'est impossible. Vous avez réfléchi aussi à la diversité des corps, ce dont on parle assez peu finalement, mais en partant notamment de ce métier du mannequinage et de la recréation d'un corps historique. Je trouve que ces dernières années ont été... moi, j'accourais à ces expositions parce que justement... vous étiez dans un cadre qui n'était pas muséal en soi, mais qui était pleinement, à mon sens, un espace de recherche scientifique, historique, sur comment est-ce qu'on raconte ces récits à partir de ces objets, comment on porte des regards différents sur les archives. Et ça, c'est... en effet, quelque chose qu'on peut-être va rattacher à cette dimension créative, mais l'histoire est créative. Voilà, j'ai envie de le rappeler, ce n'est pas que poussière, c'est aussi création, c'est aussi repousser, renouveler les récits, et on le fait tout autant dans une salle de classe que dans un musée. Olivier, vous direz que c'est important aussi d'arriver à mettre en scène de manière vivante et peut-être plus gaie. Je pense que c'est fondamental et c'est la raison aussi pour laquelle à la galerie on tente à chaque fois porter un nouveau regard sur l'histoire qui est la nôtre, avec des nouveaux thèmes, en invitant des artistes, etc., etc. Et puis de la montrer vivante, puisque on parlait de savoir-faire tout à l'heure. On a une salle, je ne sais pas si vous êtes déjà venu à la galerie Dior, mais on a une salle qui est dédiée au savoir-faire où justement on présente les différents savoir-faire de la maison et on a une interaction aussi avec le public. Mais pour poursuivre ce que disait Émilie, ce que je trouve tout à fait intéressant, c'était que finalement la création contemporaine, elle est historienne, elle est historique, et puis l'histoire, elle fait partie de la création contemporaine. Donc d'une certaine manière, peut-on dire, et c'est une question que je pose, peut-on dire qu'une exposition, c'est un défilé statique, mais surtout qu'un défilé, c'est une exposition en mouvement? Bon, je crois que malheureusement, ça fera l'objet d'une deuxième conférence une autre fois, puisque nous n'avons plus le temps d'y répondre. Mais merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde. Merci d'être venus.